Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est à Élouges que nous vous fixons rendez-vous. C'est entre Borinage, au pays et frontières françaises que nous allons pédaler. Notre parcours suivra le tracé de deux des très nombreuses anciennes lignes ferroviaires qui existaient autrefois dans la région. En selle donc pour ce nouveau numéro des chemins du Ravel. Oubliez les anciens moulins à vent, bonjour les éoliennes des temps modernes. Lorsque vous donnerez vos premiers coups de pédale, elles seront 18 autour de vous à élancer leurs mâts et leurs pales vers les cieux, faisant du parc de Dourguévrin-Anzy le plus grand parc éolien du pays. L'ancienne ligne 98 qui le traverse reliait Quiévrin à Couëmes. Elle formait la dorsale ferroviaire du Borinage, une région zébrée par de nombreuses petites lignes ferroviaires créées afin d'acheminer la main-d'œuvre et le charbon. À Élouges, l'exploitation du charbon a débuté au Moyen-Âge et périclité à la fin du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, de ce riche passé subsistent de rares vestiges du charbonnage du Long-Terne-Ferrand, une petite concession englobée par les puissants charbonnages unis de l'ouest de Mons. À quelques kilomètres de là, à Dour, le charbon est lui aussi lié à l'histoire du Belvédère, dominé par sa tour en briques modernisée en 1871. Appelée tour Malakoff, elle abritait une machine d'extraction. Début du XXe siècle, le brasseur dourois Émile Cavenel dynamise l'endroit. Il y aménage une hostellerie et un parc qui développe une multitude d'activités culturelles, sportives et festives. Aujourd'hui, le site a fait peau neuve. Remarquablement restauré, il accueille désormais la première piscine naturelle de Belgique. Plus loin, un autre lieu est gravé dans l'histoire sociale de la localité. Pierre, bonjour. Francis, bonjour. Messieurs, honneur aux anciens, vous ne m'en voudrez pas. Où sommes-nous ici, Francis ? Eh bien, voilà, j'ai l'honneur de vous accueillir dans ce mémorable bâtiment que constitue la Maison du Peuple de Dour. En fait, il s'agit d'un bâtiment dont les premiers fondements datent de la fin du XVIIIe siècle. Bien entendu, au fil du temps, on a évolué et en 1927, on a décidé de reconstruire un grand ensemble comprenant cette maison du peuple, une énorme salle de cinéma et de spectacle qui s'appelait l'Eldorado, et puis dans la périphérie, c'était toutes sortes d'activités, à la fois boulangerie, brasserie. On fabriquait ici l'archibonne et l'archifine, qui, paraît-il, étaient des bières de haute qualité. Un atelier de couture qui avait une bonne réputation. Bref, il y avait de tout. Pierre, cette maison du peuple, c'est aussi une belle et grande histoire de famille, parce que c'est votre grand-père qui l'a construite. Oui, en réalité, mon grand-père était originaire de Bruxelles, faisait des études d'architecte à Bruxelles. Il est venu s'installer dans les années 20 dans le Borinage, qui était à l'époque une région très florissante. Et il avait été choisi par les comparateurs pour réaliser ce qui sera son chef-d'œuvre d'ailleurs. Et donc vous vous trouvez là dans un bâtiment qui est un temple de l'art déco. On reconnaît tous les motifs géométriques, tous les vitraux. Et donc c'est vraiment un bâtiment qui maintenant est classé monument historique, qui était classé il y a déjà bien longtemps et qui est, toute proportion gardée, le pendant de la Maison du Peuple de Bruxelles, qui elle était évidemment encore d'une autre ampleur par l'architecte Horta. C'était pas courant d'avoir une maison du peuple en style art déco. Non, en réalité, si vous voulez, on est dans une région où l'architecture contemporaine, surtout dans ces années-là, n'était quand même pas très diffusée. Il se fait que mon grand-père venait d'un autre horizon et donc était très à la pointe au niveau des connaissances des styles architecturaux. Et donc, voilà, donc il a vraiment proposé quelque chose qui a étonné complètement la population de l'époque. Pierre, vous êtes un homme de patrimoine. Est-ce que vous connaissez un peu le patrimoine fluvial ?
Le patrimoine fluvial, ben, pas tellement. Ah ben, je vous invite tout de suite à le découvrir, c'est notre séquence de la Minute du patrimoine. S'il y a bien un petit patrimoine que l'on peut rencontrer le long des anciennes voies d'eau, c'est la signalisation. À certains endroits, on va retrouver des bornes qui annonçaient les ouvrages d'art, des bornes allongées avec une bande blanche avec une bande bleue qui annonçait que l'ouvrage était à 50 mètres ou à 500 mètres. Ou encore, sur certaines maisons de fonction, on pouvait retrouver les distances entre les différentes écluses. Ou encore, comme ici, elles étaient en plaques émaillées, c'était des plaques émaillées qui indiquaient le positionnement du batelier. Ce sont des indications géographiques. On trouve aussi des bornes qui indiquaient par exemple le kilométrage, cette fois-ci non plus en hauteur mais à terre. Absolument. Dans le cadre notamment du canal du centre, on retrouve des bornes kilométriques en pierre, gravées dans la pierre, pour indiquer le positionnement du batelier par rapport au point d'origine du canal. Il y a également beaucoup d'indications qui ont disparu. Certaines indications ont effectivement disparu, notamment à certains endroits, on ne pouvait pas jeter l'ancre dans la rivière parce que les câbles électriques passaient sur le lit de la rivière pour alimenter l'autre berge pour les riverains. Forcément, ces indications disparaissent petit à petit. Mais enfin, il faut être attentif à maintenir notamment ce petit patrimoine où, dans certains cas, il a près de 100 ans. Ce serait un peu dommage qu'on ne préserve pas cet élément essentiel. Délaissant la cité des Longues Tietes, vous serez à la croisée des chemins et opterez pour le tracé de l'ancienne ligne 98A. Longue de 11 km, elle reliait Dour à Roisin-aux-Trèpes. Elle a été inaugurée en 1882 et son trafic s'est arrêté en 1961. Si elle servait essentiellement au transport de marchandises, elle était aussi parcourue par les excursionnistes qui allaient se ressourcer dans la région des Honnelles. Et de fait, en quelques kilomètres à peine, cette partie du Borinage semble dénotée. Loin de l'image des terris et des charbonnages, ce sont des étendues agricoles et boisées qui marquent les décors. Ici et là, votre route croisera quelques stations campagnardes comme celle de Huillery, Audreny ou Angres. Vous serez alors au cœur du parc naturel des Hauts-Pays. En ces lieux, la valeur paysagère est élevée avec la présence de forêts et de rivières, de villages au sommet des plateaux ou nichés au creux des vallées. Parmi eux, Montigny-sur-Roc s'avère la perle de la région, tout récemment reconnu comme l'un des plus beaux villages de Wallonie. Il doit son nom à sa situation sur un rocher dominé par l'église Notre-Dame. Sur ces hauteurs, le village s'articule autour de la pittoresque place Fulgence-Masson, jalonnée de tilleuls et de platanes. Tout autour, de nombreuses habitations de style tournaisien alignent leurs rangées de briques et de pierres appareillées. Au pied de l'escarpement rocheux, la petite Honnelle laisse paisiblement s'écouler ses flots. Reprenant votre belle échappée sur le Ravel, vous vous enivrerez une dernière fois des paysages et odeurs champêtres. À leur suite, c'est dans le massif forestier du bois de Beaufort et du bois d'Angres que vous vous enfoncerez. Jérémy Lenz, bonjour, vous êtes journaliste à Télémbé. Nous sommes ici dans un petit paradis vert. Oui, effectivement, on voit le soleil qui est présent avec nous. On est à Roisin, le bois d'Angres, et puis c'est la vallée de la Honnelle, ici surtout, qu'on a voulu mettre en avant. Alors la Honnelle, c'est quoi? C'est une rivière, évidemment, qui traverse cette région des Hauts-Pays, qui prend sa source en France. Alors il faut savoir qu'en France, elle s'appelle l'Ogno. Quand elle arrive en Belgique, elle s'appelle la Honnelle, et puis elle retourne en France, du côté de Crépin, où elle redevient donc l'Ogno, et c'est l'un des joyaux effectivement de cette région. C'est une vallée qui est classée, c'est pas pour rien. Non, c'est classé Natura 2000 effectivement. Pas mal d'espèces végétales, de plantes, de fleurs particulières ici. Au mois de mars, c'est la période de la jonquille, beaucoup de jonquilles. Les gens viennent les cueillir expressément ici dans le bois. Des espèces uniques en Belgique aussi que l'on retrouve ici. Et puis des paysages aussi à couper le souffle. Le sujet de votre reportage, il n'est pas très loin d'ici. C'est un lieu assez emblématique que vous avez voulu nous faire découvrir. Oui,
Oui, c'est l'une des légendes de la région, c'est ce caillou Kibik. On vous expliquera dans le reportage un petit peu la légende de ce caillou un petit peu spécial. Quand on passe devant, eh bien, ça forme un visage. En fait, cette pierre forme un visage. On dit que c'est le visage du diable. Et donc, on vous expliquera tout ça dans cette séquence. Ce qui est un peu particulier, c'est qu'on se trouve ici à 30 minutes de Mons, de la ville. Et puis, on est vraiment totalement dépaysé quand on découvre cette région. Ah bah, c'est votre séquence, on la découvre tout de suite. Situé à 30 km seulement au sud de Mons, Roisin nous livre ses secrets. Véritable poumon vert du Borinage, la région des Hauts-Pays regorge de joyaux encore méconnus. Oui, c'est un endroit que j'apprécie très fort, puisque bon, ici, en toute saison, vous découvrez des paysages, des endroits qui changent suivant les saisons. Ici, il y a quelques semaines, c'était les jonquilles. Maintenant, ce sont les jacinthes des bois. Puis, il y aura d'autres plantes qui font leur apparition. Et puis, il y a le calme aussi. Écoutez les oiseaux chanter et la rivière couler. Et soudain, au détour d'un sentier, vous aurez, qui sait, la chance de le rencontrer. Ce rocher du diable, vieux de 370 millions d'années, est la fierté de la région. Son nom, le caillou Kibik. Il y avait un abbé, Guilain, qui était occupé à construire un monastère, une abbaye à Saint-Guilain. Bon. Et le diable avait été informé de cette construction et il voulait évidemment détruire cette mémoire de Saint-Guilain. Il avait pris une pierre, enfin ce roc, pour aller écraser l'abbaye. Mais Guilain avait été informé de cette intention. Guilain avait parcouru le village avoisinant, récolté des chaussures, des sabots, etc. Et il attendait ici le diable en bord de Hornel. Quand le diable est arrivé chargé de son rocher, évidemment, il a demandé à Guilain, mais il ne savait pas, lui, que c'était Guilain. Il a demandé est-ce que c'est encore loin l'abbaye de Guilain. Et Guilain lui a dit, regardez toutes les chaussures. Il a épandu les chaussures par terre. Regardez toutes les chaussures que j'ai usées pour arriver jusqu'ici. Et je ne suis pas encore à l'abbaye. Donc le diable, de désespoir et de découragement, a laissé le rocher ici en bord de Hornel. Les rayons du soleil s'abattent sur le rocher et laissent apparaître le visage du diable. Alors, reprenez votre chemin et profitez de cette vallée aux multiples secrets. Vous ne pourrez quitter la région sans faire honneur à l'un des grands personnages passés par ici, Émile Verhaeren. C'est en effet à 2 pas du caillou Kibik que l'illustre poète a vécu durant près de 15 ans dans une petite ferme auberge, aujourd'hui en partie transformée en espace muséal. Vous le parcourez et dans la foulée, vous marcherez sur le circuit des pierres dans les pas de l'écrivain. Dans ce cadre enchanteur, vous comprendrez mieux pourquoi la région lui a inspiré une bonne partie de son œuvre.